Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Mathilde Boulachin, fondatrice et dirigeante de la maison Chavin, leader français des vins sans alcool, plutôt dans la catégorie premium. Bonjour Mathilde Boulachin. Bonjour Elie. Alors, il y a le traditionnel mois de janvier sans alcool. Qu'est-ce qui vous a mis dans la tête d'aller sur ce marché-là il y a 10 ans, donc de spiritueux sans alcool ? Alors écoutez, moi je suis champenoise d'origine. Oui. Je suis tombée enceinte après avoir créé un négoce de vin de toutes pièces. Et ça me paraissait être une évidence. Il fallait consommer autre chose que du soda ou du Perrier-Tranche pendant cette période qui était absolument fantastique. Donc d'où les premiers développements de vins sans alcool et d'effervescence sans alcool. Donc il y a de cela plus de 10 ans maintenant, créé en 2010. Et il y avait des exemples à l'international où ça a été créé comme ça? Alors c'était les balbutiements. Ouais. Il y avait très peu de personnes sur le marché à l'époque. Donc on est vraiment considérés comme les pionniers, un petit peu comme les dinosaures, dans une industrie qui est séculaire, l'industrie du vin. Et attention, on n'a pas vocation à remplacer le vin, mais bien à apporter une alternative premium et sophistiquée au vin. Sans alcool. Mais sans alcool. Vous n'avez pas l'intention, mais le marché, lui, confirme vos choix. C'est-à-dire qu'on voit en France une légère baisse de la consommation de vin et d'alcool, et au contraire, une augmentation de boissons spirituées sans alcool. Alors tout à fait. D'ailleurs en France et de par le monde, la consommation d'alcool est en diminution, alors que la production ne l'est pas. Donc on a des petites interrogations à se poser. Mais oui, la croissance du vin sans alcool et de la consommation du vin sans alcool, qui, attention, est un abus de langage. Un vin sans alcool, je le vulgarise. Ouais. Pourquoi il y a un petit peu d'alcool quand même dedans? Pas du tout, c'est pas la question. La question, c'est qu'un vin en dessous de 8,5 n'est plus un vin. Il faut avoir de l'alcool pour être appelé et nommé vin. Ah d'accord, donc vous n'avez pas le droit d'utiliser le terme vin? Ça viendra, mais pour le moment, c'est compliqué. D'accord, ok. Alors vous parlez de quoi pour vos bouteilles? Alors, sur la contre-étiquette, on appelle ça boisson sans alcool à base de chardonnay désalcoolisé, par exemple. D'accord. Comment techniquement on fabrique un vin sans alcool? Alors, nous, on utilise une technique que l'on appelle de la distillation sous vide. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est comme dans les spiritueux. On distille à basse température pour séparer la partie aromatique de la partie alcoolique. Ça arrive en bout de course ou dès le début? Alors, on a une fermentation digne comme dans l'univers du vin. Et ensuite, on enlève l'alcool de ce vin. Et on essaye vraiment de préserver les arômes primaires, secondaires contenus dans les cépages. Donc, pour que ça ressemble à ces cépages-là dans le goût quand même. C'est ça. Alors, le côté vineux nous intéresse beaucoup. Ouais. Nous, on est spécialistes des vins premium, donc on essaie vraiment le plus possible de tendre vers des profils vineux, donc un goût qui rappelle aux consommateurs le vin, mais pas que. On a aussi des déclinaisons qui se font vers des choses qui sont un petit peu plus nuancées. Ça vous coûte plus cher à produire ou pas? Ça coûte cher à produire. Plus qu'un vin traditionnel? Alors, tout dépend. Alors, vin traditionnel, vous savez, il y a des specs de considération qui sont assez importantes, mais ça coûte très cher. Nous commercialisons nos vins entre 6 et 20 euros la bouteille. Donc oui, ça coûte très cher à produire. La désalcoolisation, c'est ça qui vous coûte plus cher? Oui, c'est un procédé assez complexe. Mais en même temps, il y a une belle perspective. Je disais, le marché en 2022 était à peu près de 11 milliards de dollars. 11 milliards de dollars. Et il progresse. Des croissances à 2 chiffres, entre 10 et 15% à l'échelle internationale. Nous, on a connu une croissance de 23% en volume entre 2022 et 2023. On est vraiment dans un phénomène de croissance à 2-3 chiffres sur certains marchés. Même pour moi, je vous l'avoue, ça a été une magnifique surprise. 13 millions d'euros de chiffre d'affaires, 17 collaborateurs. Tout à fait. C'est pas beaucoup, 17 pour 13 millions. C'est-à-dire que vous avez une perspective là aussi. On va continuer d'avancer. On a conquis 64 pays. On est omniprésent en Asie, au Japon, par exemple, en Europe du Nord, aux États-Unis. Est-ce que vous arrivez à conquérir des pays où l'alcool est interdit? Alors, on peut, avec des procédés
où on utilise pour le coup des non fermentés, donc des jeux de macération pelliculaire, où on va vraiment essayer de reproduire la complexité du vin. Mais on va dire que d'une manière générale, il faut tout de même une culture vinique, une culture de base pour pouvoir appréhender des alternatives sans alcool. C'est quoi votre plus gros marché à l'export? Le Japon. Ah oui, ils sont fans de... Oui. Pas les États-Unis? Non, pas encore, mais c'est un marché stratégique pour nous. Le Japon, pourquoi? L'assimilation de l'alcool, le processisé, biologiquement, ça peut être compliqué pour certaines personnes. Et puis, statutairement, on a un même verre. On arrive avec des codes à la française, d'élégance. Et moi, personnellement, je suis très fière d'aller dans les grands palaces de Tokyo pour pouvoir faire déguster mes vins sans alcool. C'est un vrai cocorico, je l'avoue. Donc vous avez dit que vous vous positionnez sur du premium. Oui. C'est qui vos concurrents sur des premiums sans alcool? Alors, ils sont français? Pas que, surtout internationaux. Ça reste une niche, mais qui est devenue tendance. Donc, comme toute tendance, effectivement, il y a des metteurs en marché qui arrivent sur ce marché, toute taille de structure confondue, et généralement internationales. Les gros, comme en France, Ricard, LVMH, c'est des marchés qui les intéressent, ça, le sans-alcool? Pas à ma connaissance pour le moment, mais par contre, on voit d'autres gros négoces français qui ont développé des produits et qui touche plutôt des segments de distribution comme la grande distribution. Nous, on va chercher des distributions plutôt exclusives. On a beaucoup de fierté d'être dans même des palaces de la capitale, sur des tables étoilées, en passant par vraiment des épiceries fines. Voilà. C'est vraiment ce qu'on a cherché à faire, construire vers le haut de la pyramide pour peu à peu pouvoir distribuer nos vins d'une manière un petit peu plus massive. Et les étrangers, les concurrents étrangers, c'est qui? Est-ce que, je ne sais pas, les Américains, avec leur vallée en Californie, s'y mettent ou pas? Bien sûr. Ouais. Alors, les procédés de désalcoolisation peuvent être aussi utilisés dans certaines régions mondiales de production. Avec le réchauffement climatique, vous avez des vins qui titrent à plus de 14, 15 parfois, 16 pour des rouges. C'est extrêmement important. 16 degrés. Et ces techniques de désalcoolisation peuvent être utilisées de manière partielle pour décroître un petit peu les degrés alcooliques qui, effectivement, avec le réchauffement, encore une fois, ça représente une certaine problématique. Mais vous, justement, vous n'êtes pas concerné par ce réchauffement, parce que de toute manière... On désalcoolise complètement. D'accord. Est-ce que vous avez envie de rester sur les vins? Parce que je vois que vous faites un petit peu de cocktails de type spritz, etc. Oui, des mocktails, des éditions limitées, dans l'air du temps. Alors, toujours avec nos bases effervescentes en chardonnay, on les préassemble pour permettre aux consommateurs finaux d'avoir des apéros déjà assemblés avec effectivement des spritz. Mais oui, notre univers est le vin. On est issu du vin. On élabore des vins. Parce que le gros marché, c'est la bière sans alcool. Le très gros marché, c'est ça. Effectivement, nous avons également des spiritueux. Oui. Nous sommes metteurs en marché de vins sans alcool et d'effervescents. Vous avez dit au début que vous étiez d'origine champenoise. Oui. Donc la question est assez simple. Est-ce que vous imaginez un champagne sans alcool? Alors, c'est tout à fait... Même si c'est protégé, effectivement, l'appellation le sera toujours. Et par contre, rien n'empêche effectivement de désalcooliser des chardonnays en provenance de l'appellation sans le revendiquer. D'accord, donc ça c'est possible, techniquement possible, d'aller chercher des chardonnays dans le Champagne et de faire ce travail-là. Oui. Pour l'instant, vous êtes à Béziers, on est d'accord, sud de la France. En Occitanie, tout à fait, au sud de la France. D'accord, donc vous n'importez pas, j'allais dire, de champagne, de raisin. Mais ça vous trotte dans la tête. Alors, c'est encore une fois techniquement possible. Après, jusqu'où le consommateur final est en capacité d'accepter un produit, une boisson effervescente aussi premium soit-elle, l'approvisionnement de cépages en provenance de Champagne a un certain coût et un coût certain. Donc, c'est quoi les prochaines étapes de développement de votre entreprise?
Alors écoutez, nous avons des objectifs sur l'international qui sont assez clairs. Aujourd'hui, 64 pays, on doit conforter des places fortes. Donc 64 pays qui représentent combien de votre pourcentage? 93% du chiffre d'affaires. Oui. Vous n'avez que 7% du chiffre d'affaires en France. C'est ça. Pour nous, la France est un pays. Ouais, oui. Et on revient petit à petit. Alors j'appelle ça un ricochet inversé. On est parti très loin pour pouvoir revenir petit à petit sur notre bassin et notre pays d'origine. Alors pourquoi ? Eh bien, sans doute dans un pays séculaire, 20 siècles d'histoire, de culture vinique, c'est peut-être un petit peu plus compliqué de pouvoir proposer au marché français des vins sans alcool. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Il y a un véritable éveil et réveil. Nous avons les mêmes croissances que dans le reste du monde et une très très belle percée cette année. D'accord. En gardant tous vos cépages dans le sud de la France, ou vous envisagez aussi d'acquérir d'autres cépages? Alors, pour nous, la collection de cépages utilisés et la variété est très importante. Les niveaux de maturité le sont tout autant. Ce sont des assemblages. N'oublions pas que nous fermentons et nous désalcoolisons derrière. Oui. Donc, le vin de base et sa qualité est d'une importance évidemment importante pour pouvoir derrière avoir des vins désalcoolisés. Donc vous voulez totalement maîtriser On maîtrise déjà l'intégralité de nos procédés de fabrication, de notre chaîne de valeur. Donc pour vous, une croissance externe de rachat d'entreprises pour accentuer votre croissance, vous n'y pensez pas? Alors pour moi, en tant que chef d'entreprise, je pense que la maîtrise de la distribution est la quintessence, c'est-à-dire avoir les vins de la maison Chavin sur les cartes des vins, c'est vraiment l'objectif qu'on se fixe, et ce, à l'international et en France. Une fois qu'on aura fait ce travail, effectivement, on peut s'interroger sur l'intégration plus en amont de la chaîne de valeur. Mais pour moi, le travail principal, c'est d'aller vite, loin et rapidement, et de conforter nos places en tant que metteur en marché premium du sans-alcool à l'échelle internationale. Merci beaucoup Mathilde Boulachin pour vos réponses. L'invité de l'économie est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos podcasts et sur nos réseaux. Au revoir.